Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJ O'Brien Canada. RJO Canada, on est le 9, le 9 juillet. Demain, il y a un rapport USDA, un rapport offre-demande avec la révision des bilans, le rendement, la consommation, les productions. Ça devrait être relativement important. Donc, allons voir les attentes. Ensuite, allons voir aussi de quelle manière ça pourrait avoir des impacts au niveau des prix, par exemple, ou de la direction du marché dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, vraiment demain, là, au niveau des estimés, on s'attend à ce qu'il y aille par rapport. Je vais faire maïs soya. Là, les estimés, c'est qu'il devrait y avoir moins de maïs, évidemment, que les ensemencements qui étaient plus faibles, mais il ne devrait pas y avoir de révision de rendement. OK? Donc, il est trop tôt dans l'année, puis il n'y a pas suffisamment d'indications à vouloir l'augmenter ou le baisser. Au niveau du soya, ça risque d'être très, très stable. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de différences non plus. Les ancrages sont essentiellement les mêmes. Et là aussi, le rendement, il est trop tôt pour pouvoir le modifier. Donc, ce qui va m'amener à la deuxième chose qu'on va surveiller, les inventaires d'anciennes récoltes et les inventaires pour l'automne, donc la nouvelle récolte. On s'attend à ce que les inventaires d'anciennes récoltes augmentent, avec les stocks de 1er juin qui étaient plus élevés qu'à l'habitude. Au niveau du soya, ça va être, somme toute, très, très identique. Pour la nouvelle récolte, les implications, je pense, sont multiples maintenant. Étant donné qu'il y a moins d'ensemencement de maïs, bien, on s'attend à ce que les stocks à l'automne soient aussi plus faibles. Par contre, bien, il y a un petit peu plus de stocks d'anciennes récoltes qui va atténuer l'impact. Au niveau du soya, encore là, ça risque d'être peut-être une augmentation, mais c'est tellement minime qu'on ne pense pas qu'il y ait beaucoup de modifications. Et puis pour le blé, là aussi, ça devrait être relativement très similaire. Donc, en gros, les attentes, c'est qu'il y ait un peu moins de maïs puis que ce soit relativement stable dans, dans les fèves. Regardons un peu aussi qu'est-ce qu'il va y avoir qui pourrait nous aider dans le terme de bilan de demande. La réaction du marché aux ensemencements la semaine dernière, là, ça a augmenté beaucoup les prix. Il y avait moins de maïs que prévu. Et depuis ce temps-là, on sent l'hésitation du marché pour deux choses. Un, les inventaires, les bilans USDA qui vont être demain, et aussi la météo. Est-ce qu'on va se maintenir les prix? Est-ce qu'on va augmenter ou baisser dans les prochaines semaines? L'avenir le dira, mais je pense que le marché hésite un peu à vouloir changer quoi que ce soit, tant ou son temps qu'on n'ait pas plus d'informations sur les bilans de demain et des cartes météo dans une semaine ou deux plus solides, je vous dirais. Allons voir dans les bilans qu'est-ce qui pourrait arriver demain. Mais regardez, les inventaires d'anciennes récoltes devraient augmenter avec les stocks qu'ils nous ont donnés la semaine dernière. Ça va faire plus d'inventaire ici. Au niveau des ensemencements, c'est plus 97, ça devient 92. Le rendement ne devrait pas bouger, on va rester ça identique selon moi. La grande question qu'on va avoir, évidemment, ça va être de quelle manière l'USDA va attaquer la demande d'anciennes récoltes et aussi celle de la nouvelle récolte qui augmente d'une année à l'autre de quasiment 1 milliard de boisseaux. C'est une augmentation significative. Donc, au niveau des stocks de fin, mais là, oui, en juin, on avait 3,3. On sait que ça va baisser. Le marché s'attend à ce que ça soit environ 2,7 milliards. Et là, bien, la demande va nous donner quand même beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochains mois. Quand même, là, 2,7 milliards, c'est beaucoup plus que les dernières années. Évidemment, ça suggère que le rendement est à 178. On ne connaît pas encore le rendement. Est-ce qu'il va être meilleur ou plus faible? L'avenir le dira. Mais évidemment, 2,7, c'est des stocks extrêmement abondants, même s'il y en a moins que le mois de juin. Au niveau de la consommation d'éthanol, maintenant, il y a quand même des signes qui sont positifs, je vous dirais. Regardez, au niveau de la reprise, la pandémie a fait baisser énormément la demande de maïs pour l'éthanol. Mais oups, ça remonte beaucoup la production. Est-ce que là, on va aller chercher ce qui manque à gagner parce qu'on est encore à la baisse de 15-20 %? Ce graphique-là qui va me donner la production d'éthanol en pourcentage, bien, aujourd'hui, on est là. Et voici là, les graphiques en gris. C'est cette année, avec la pandémie, on revient. Et là, ce que ça va me dire, c'est qu'on est-tu à la baisse de 20, à la baisse de 15, à la baisse de 10, ou on va retourner exactement là où on est? L'avenir le dira. Mais actuellement, on est encore à la baisse de quasiment 15 % par rapport à l'année dernière. Mais là, 15 %, c'est une grosse différence en termes de consommation de maïs. Si on n'arrive pas à aller retrouver les cibles que l'USDA s'était fixées pour 2019, 2020,
et même 2021, peut-être que la consommation ne sera pas exactement au rendez-vous. Ça ferait augmenter les inventaires de fin. C'est un des risques qu'on voit dans les prochaines semaines si on n'arrive pas à aller chercher ce manque à gagner là de 15-20 qui, à mon avis, va être plutôt difficile à aller chercher. Pas impossible, mais difficile. Au niveau de l'exportation, par exemple, là, ça va bien. Depuis 2 semaines, là, on voit que l'exportation, même depuis un certain temps, l'exportation roule quand même assez bien. Et on se doute peut-être que l'USDA serait tenté d'augmenter l'exportation de peut-être 25 à 50 millions de boisseaux. C'est excellent. Par contre, est-ce que c'est assez pour pour compenser la perte de l'éthanol et la perte de l'élevage qui sont dans les centaines et les centaines de millions? Donc, c'est un bon signe, l'exportation, mais de là à dire que c'est le sauveur, on est moins sûr. L'utilisation maintenant pour l'élevage, on voit hein, chaque trimestre, donc à l'automne, à l'hiver, au printemps et à l'été. Il reste un trimestre de consommation cette année. Et là, c'est de savoir, est-ce qu'on va avoir des consommations beaucoup plus élevées comme l'USDA le prétend pour l'année prochaine, où on va se retrouver dans un scénario similaire et qui suggère quand même que l'augmentation majeure l'année prochaine, elle est en danger. Donc, on va avoir des informations là-dessus dans le bilan. Ce qu'on s'attend, évidemment, bien, je vous le dis ici, c'est ce 3,3 milliards-là qui va baisser. À combien exactement? Le marché va être à 2,7. Moi, j'ai bien hâte de voir les implications sur la demande, que ce soit au niveau du feed, hein, de l'élevage, de l'éthanol ou de l'exportation, parce que cette quantité-là d'augmentation, je ne sais pas à quel point elle va se réaliser. Probablement que l'USDA pourrait attendre avant de réviser, mais c'est ce qui m'apparaît être un danger. Somme toute, les inventaires cette année dans le maïs vont augmenter, même en fonction de la demande. Donc, mes ratios d'utilisation, qui est mon inventaire de fin que je divise par ma demande totale, ça aussi, ça augmente mon ratio d'utilisation. Donc, si j'utilise ce graphique-là qui me sert beaucoup pour me donner des perspectives, mon axe ici va me donner les ratios d'utilisation en pourcentage et les prix du maïs, disons, à la Bourse de Chicago. Dans le dernier rapport de juin, on était ici. Naturellement, avec moins d'ancrage, hein, 87 à 92, on s'attend à ce qu'on retourne plus vers la gauche. Mais de là à vouloir augmenter le long de cette ligne-là dans des cas d'extrême pénurie, ça prendrait tout un revirement. Actuellement, je vous dirais qu'on risque d'être demain dans les rapports, n'importe où entre 16 et peut-être 20, donc dans cette zone-là. Donc, clairement, les ratios vont baisser, mais est-ce suffisant pour espérer une hausse significative à la Bourse de Chicago? L'avenir le dira, mais les probabilités ne sont pas les meilleures, je vous dirais. OK? Au niveau du soya, disons, on a un graphique qui se ressemble. Hein, les prix ont augmenté beaucoup suite au rapport d'ensemencement. On a cette hésitation depuis quelques séances à savoir qu'est-ce qui va arriver dans les bilans, qu'est-ce qui va arriver dans la météo, est-ce que ça va monter ou baisser. On est rentré dans la même volatilité saisonnière de l'été. Par contre, au niveau vraiment des bilans, là, il ne risque pas d'avoir beaucoup de modifications. Les ancrages sont les mêmes, le rendement devrait être le même et la consommation risque d'être extrêmement similaire. Donc, les inventaires de fin d'anciennes récoltes et de nouvelles récoltes ne risquent pas d'avoir des modifications majeures. Donc, on devrait avoir plutôt un statu quo pour l'automne. L'exportation de soya, là aussi, elle va quand même bien. On a eu des statistiques dernièrement qui sont encourageantes. La Chine a acheté aux États-Unis. Donc là aussi, on a un signe quand même positif pour la consommation de soya pour l'exportation. Mais on n'est pas non plus à des années-lumière. On n'en a pas le double de l'année dernière non plus. Donc ça va bien. Il faut que ça continue. En termes d'inventaire à l'automne et ratio d'utilisation, là encore, on a une baisse des inventaires pour une année consécutive. On n'est pas exactement dans les pénuries qu'on a déjà connues au début des années 2010, 11, 12, mais graduellement, on passe à travers un inventaire extrêmement abondant vers un inventaire adéquat à plutôt rare. OK? Je vais être prudent dans la rareté, mais nécessairement, les inventaires diminuent aux États-Unis. Ça devrait être positif quand même pour la stabilité dans le prix. Météo maintenant. Wow! Là, météo, il y a plusieurs choses à dire parce qu'il
il annonce quand même assez chaud aux États-Unis. Regardez les vagues de chaleur qui s'en viennent du 14 au 18. Je vais avoir la même chose, en fait, pour mes forecasts plutôt lointains, de 8 à 14. Les mêmes vagues de chaleur, et là, ça m'amène jusqu'au 22. Donc, c'est quand même très chaud aux États-Unis. Il y a des précipitations ici en vert, mais clairement, je pense que le marché trouve ça insuffisant pour faire passer à travers l'extrême chaleur qu'il va y avoir. Cependant, la condition des sols est excellente. Les cultures vont très bien aux États-Unis. Est-ce que la plante va aller pomper son eau dans les sols puis être capable de passer à travers cette vague de chaleur? C'est ce que le marché va aller voir dans les prochaines semaines. Mais regardez au niveau des cartes météo quand même, il y en a de la précipitation. Okay? Ça, c'est le Midwest ici. C'est sûr que ce n'est pas la belle pluie fine de 2-3 jours qui tombe doucement et qui va abîmer les sols. Avec la chaleur massive qu'on a, ça risque plus d'être des orages et des averses. Et il va y avoir encore, bon, il en manque à certains endroits. Un peu comme au Québec, où il va y avoir un champ qui va avoir de la pluie dessus, le voisin n'en a pas. Je pense que ça va être assez inégal comme précipitation, mais là, regardez, tout ce qui est en bleu, c'est de 1 à 2 pouces d'eau quand même qu'on va avoir. Je ne trouve pas ça si pire. Donc, la météo est loin d'être optimale pour passer à travers ces canicules-là, mais les bilans sont extrêmement flexibles. Donc, on va avoir ces informations-là qui sortent demain. Demain à midi. Si jamais vous avez des questions dans les commentaires, c'est le temps peut-être de revoir vos plans de mise en marché avant que l'information tombe. Demain, c'est vendredi, rapport, le week-end, les cartes météo. Je pense que la bourse va bouger extrêmement vite dans la prochaine semaine ou deux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Simon Briard, votre stratège du marché principal dans GEO Canada. Bye! Bonne journée!